Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. T'as la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. T'as la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. T'as la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. T'as la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
check, c'est Rémi. Le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Messieurs, dames, ça y est, c'est l'heure, on y est. Bonjour à tous les copains, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Juste Bistrot. Nous sommes le 25 janvier 2024. Voilà, ça fait toujours plaisir les copains. 271e Juste Bistrot. J'espère que vous allez bien. Ça commence à flairer la fin de la semaine. On est pas mal. La notion d'apéro commence à avoir du sens. Parce que c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi. Honnêtement, si tu fermes les yeux, c'est samedi. Donc voilà, on est là-dessus, on est pas mal. La pression monte. Demain, c'est la demi-finale de handball. Allez les Bleus face à la Suède, c'est 17h45. Et la finale, on l'espère, dimanche 17h45 également. Ce sera contre le Danemark ou l'Allemagne. L'Allemagne à domicile. Donc attention, ils sont à domicile partout, en vérité, au milieu du XXe siècle. C'est pas, voilà, c'est pas le sujet de l'émission. Ça va très vite. Ce qui se passe aujourd'hui, les copains... Heureux comme tout de vous retrouver pour cette émission. Les amis, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. On va parler du Conseil constitutionnel, dans la surprise générale, qui a rendu sa décision sur la loi immigration. Bon, voilà. Et on va parler un petit peu de ça. On a le débat normalement avec l'ami Geoffroy 90, un débat engagé il y a 2 jours, avant-hier, j'ai nommé mardi. Où on parlait d'économie et morale. C'était intéressant concernant Javier Milei, c'était le point de départ, nouveau président argentin, qui, voilà, il y avait des divergences. Il y avait des divergences avec l'ami Geoffroy 90. N'hésite pas à me faire signe si tu es dans le secteur, qu'on fasse notre petit débat dans le Discord. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. En plus, ça fait plaisir. Je le vois dans le chat, mon Geoffroy. Tu me dis quand est-ce que tu veux qu'on le fasse. Est-ce que tu préfères 16h55, 17h ou 17h30? Tu me dis, mon camarade. Qu'est-ce qui t'arrange le plus? C'est toi le chef aujourd'hui. Voilà, ça fait plaisir. Moi, j'adore papoter avec vous et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait Discord, donc ça fait plaisir. Et en plus, peut-être qu'on va trouver la concorde sur Discord. Ça va être très long aujourd'hui. Ouais, la fin de semaine arrive, je commence un peu à... Non pas que je sois fatigué, parce que la magie de la douche froide, quand même... T'as vu ce cheveu-là? Bon, ça commence à être long. Regarde, on commence à être... Ouais, tu vois, ça commence à être long, cette merde. Mais c'est vrai que ça pousse très vite, le cheveu. Je sais pas vous, si vous avez une qualité de pouce telle la mienne. Mais c'est vrai que... ouais, c'est ça. Alors, il y a mon Gaëtan Seguin 38 qui est un grognon. Ça, j'ai remarqué, il est peut-être plus grognon que moi encore. Il dit, tu peux tenir tes promesses toi aussi. Pas de Juste Bistrot hier. Mais mon petit pote, ça, c'est aussi le truc de 2024. Ça, c'est un engagement vis-à-vis de moi-même, avec tout ce qu'on bricole. Tu sais, il y a beaucoup de boulot, il y a le spectacle qu'on prépare ardemment. Parfois, il faut que je lève un peu le pied. C'est parce que, vous savez, moi, j'ai toujours envie d'aller à fond, d'essayer de faire tout ce qu'il faut et tout. Mais parfois, il y a des petits moments où je me dis, tiens, allez, tu rentres chez toi à 17h30, ça fait plaisir. Et hier, c'est exactement ça. Donc, tu vois, puis le Juste Bistrot, j'ai signé un contrat avec personne pour en faire un tous les soirs. Je fais au mieux. Vous avez vu, on fait des semaines de grand chelem et tout. Parfois, j'ai juste envie de me reposer un peu pour pas péter les plombs au bout de 6 mois, tu vois.
Donc voilà, c'est juste une question. Hier, je suis rentré chez moi, j'ai fait mon sport, tu vois, j'avais envie de souffler un petit peu. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Bah, tu vois, à bout d'un, je suis un humain, hein, c'est vrai, malgré le physique qui sort tout droit d'une intelligence artificielle, je suis un humain. Et hier, ouais, il n'y a pas eu de juste bistrot pour la simple et bonne raison que je n'avais pas envie. Je le sentais pas. Voilà, tu sais, faut être au niveau comme ça. Ah. Comme disait Marc Dutroux, tu peux pas décevoir quand tu es attendu. C'est très important. Donc, ouais, non, non, moi, ouais, c'est l'engagement 2024 pour être, voilà, pour tenir le truc. Il faut parfois accepter, tu vois, de profiter un petit peu du machin. Donc, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, les amis. Et puis, voilà, ça bricole, sinon tout va bien. Les copains, voilà, ça c'est cool, c'est que du plaisir. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui. Alors, on va ouvrir après, hein, mon cher Geoffroy. J'ai vu ton message dans le chat. On va aller sur le Discord. On attend que les gens arrivent, s'installent gentiment. Vous l'avez vu. Alors, on va pas faire 8 heures là-dessus parce que il n'y a aucune surprise là-dedans, mais pas une once de surprise. C'est le Conseil constitutionnel qui censure beaucoup de dispositions, hein, de la loi immigration. Hein. Les sages ont supprimé de nombreuses mesures de fermeté obtenues par la droite. Le Conseil a censuré plus du tiers des articles. 32 sont jugés sans lien suffisant avec le texte, dont le durcissement de l'accès au regroupement familial. Petite séquence qui résume ça en vidéo si besoin. Constitutionnel à Paris, des manifestations ont lieu, bien évidemment, puisque cette loi est décriée, hein, par de nombreuses associations. On les voit s'exprimer, on les voit donner de la voix, justement, puisque donc on a appris il y a quelques minutes maintenant que 32 articles avaient été censurés par les sages. On le répète, c'est quand même énorme, hein, c'est une censure partielle, mais Benjamin Morel, vous venez de le rappeler, il y a rarement des censures totales. 32 articles sur 86, c'est beaucoup. On écoute un peu ce qui se dit devant le Conseil constitutionnel et puis on en parle juste après. Alors ne laissons-nous pas faire. Il y a 40 ans, c'est avec la liste, les camarades des marcheurs et marcheuses ont réussi à arracher les cartes des 10 ans. C'est avec la lutte. Alors la victoire, c'est dans la lutte. C'est ici ça se passe. La rue, elle est à nous. Et on va dire nos 4 vérités. Voilà, bon, les premières réactions, hein, par rapport à ça. Alors, on va être très clair, les amis. Vraiment, je vous dis, c'est pas que je veux pas en parler de ce truc-là, mais pour moi, le plus important, je vais vous dire, le plus important dans cette décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'Emmanuel Macron, on le dit toutes les semaines en vérité, hein, mais bon, a définitivement ruiné ce qui faisait la République française. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est l'équivalent aujourd'hui d'une femme de joie au bord d'une route nationale dans le sud-ouest de la France. C'est-à-dire que au moment, pour vous donner 2 exemples très clairs d'un Conseil constitutionnel qui est désormais aux ordres, vous avez la réforme des retraites, alors que des constitutionnalistes de métier reconnaissaient qu'il y avait des cavaliers législatifs, et notamment dans le fait d'avoir glissé la réforme des retraites dans le budget de financement de la sécurité sociale, simplement pour avoir un recours illimité au 49.3. Des constitutionnalistes avaient dit que ça n'était pas constitutionnel, que ça n'était pas possible. À ce moment-là, le Conseil constitutionnel a dit « roulez jeunesse, il n'y a pas de problème ». Là, vous avez la loi immigration, avec le gouvernement qui a fait des pieds et des mains pour pas se faire retoquer, pour obtenir le plus de votes d'autres groupes parlementaires, en l'occurrence la droite et l'extrême droite. Et à ce moment-là, déjà, des membres du gouvernement disaient parfois il faut accepter des choses. Macron lui-même disait parfois des choses qui ne sont pas constitutionnelles. Il savait très bien que le Conseil constitutionnel allait faire péter les amendements que le gouvernement avait permis d'ajouter dans le texte de loi en disant allez, vous ajoutez vos propres trucs, comme ça vous votez avec nous et c'est gagné. Et au bout du compte, il savait très bien que le Conseil constitutionnel allait se soumettre et allait dégager les amendements que ne voulait pas le gouvernement. Et pourquoi le gouvernement ne les voulait pas? C'est parce que ces amendements n'allaient pas dans le cadre, une fois de plus, on y revient à chaque fois, n'allaient pas dans le cadre de ce qui est prévu du côté de Bruxelles. C'est pour ça que le gouvernement trouvait les éléments qui ont été ajoutés par la droite et l'extrême droite, les trouvait trop forts, trop machin, trop bidule. C'est parce que ça ne rentre pas dans le cadre de ce que veut Bruxelles. Donc, il était certain que le Conseil constitutionnel, définitivement soumis à ça, allait dans ce sens. C'était sûr et certain. Donc, il n'y a aucune surprise là-dedans. On est face à un Conseil constitutionnel qui n'avait rien trouvé à redire au moment du pass sanitaire puis du pass vaccinal. Est-ce
parce qu'il y aurait un lien à imaginer entre les questions sanitaires et Laurent Fabius, qui avait été sur le banc des accusés au moment de l'affaire du sang contaminé. Je ne sais pas, je laisse à chacun le soin de trouver la réponse, mais on ne peut définitivement plus rien attendre de ce Conseil constitutionnel qui est devenu un énième organe démocratique soumis au pouvoir en place. On les appelle les sages. Personne n'est tellement assez... Enfin, comment dire, plus personne... J'ai raté ma vanne. Ah, c'est con parce que elle était drôle, tu vois. J'allais dire, on est obligé de les appeler les sages parce que personne n'y croit. C'était ça, je voulais dire. Il y a Isa Tricotte, Isa Tricotte que j'embrasse, qui dit « Menons Rémi ». Alors, est-ce que c'est de l'ironie? Parce que moi, vous n'oubliez pas que j'ai du mal. Et j'ai vu aussi dans le chat, Jarod du Sud qui dit « T'es dur là ». Non? Je rigole. C'est une blague sur la bite, c'est toujours efficace. N'hésitez pas à réagir, bien sûr, les copains. Dites ce que vous en pensez. Avant qu'on papote avec mon Geoffroy 90, tu peux aller faire tes petites vocalises. Là, dans quelques minutes, c'est parti. Là, attention, ça va chier des bulles carrées. C'était ironique. C'était ironique. Donc, voilà, j'arrive pas à saisir le truc. C'est quand même assez dingue. Mais c'est sidérant parce que, pour le coup, le gouvernement commence à avoir une attitude réellement juste milieu, entre guillemets. C'est qu'ils envoient tous les autres partis aller se faire cuire le cul. Hein. C'est extraordinaire. Extraordinaire de voir, comment dire, de voir à quel point le gouvernement s'assoit, si vous voulez, sur tout ça, avec bien évidemment, là maintenant on le sait, la complicité absolue des autres partis qui hier, manque de bol, les médias ont fait leur boulot et en ont parlé, mais nos amis députés qui ont voté pour l'augmentation de 300 € de leurs frais de mandat. Alors c'est pas leur salaire, c'est leurs frais de mandat, en gros pour rembourser les restaurants, des bagnoles, ce que tu veux. Enfin, c'est sidérant et je tiens à souligner parce que je leur tape souvent dessus, comme aux autres, ça c'est certain, mais peut-être un petit peu plus, parce qu'ils le cherchent aussi. Seuls les députés de la France Insoumise ont voté contre cette histoire-là. D'ailleurs, on va essayer de se retrouver le vote. Ça m'intéresse. Mais voilà, énième cagolerie, mais en tout cas, coup de chapeau aux députés de la France Insoumise, il faut le souligner. Quand il y a des tuilasses, on les souligne, et quand il y a des choses cool, c'est bien, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de cagolerie, et c'est important de le souligner, d'être carré là-dessus. Mais je veux retrouver le vote, justement, pour savoir s'ils se sont abstenus ou s'ils ont voté contre. Donc, je suis sur le site de l'Assemblée nationale, bougez, bah, tiens, on va faire la recherche ensemble, merde, hein. Il n'y a pas que moi qui bosse, quoi. C'était où? Alors, attends. T'as travaux par le... C'est la merde, ce site, on comprend. Ah, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut faire les efforts, les gars, quand même. Tous les agendas. C'était hier, c'est ça, hein? Les agendas, ils ont dit. Commission, c'était à quelle heure? Formation, hausse du nom. Ouais. Attends, où est-ce qu'on va trouver? C'est où les votes, putain? C'est long, on comprend rien. Mais enfin, c'est quand même un site de la République, quoi. Merde, putain. Ah, mais il y avait eu un truc avec les votes, là, où tu pouvais trouver... Combien il y a pétition, c'est pas ça, amendement, test réadopté. Putain! Merde! Comment on trouve ce truc? À un moment donné, j'avais trouvé scrutin. C'est pas ça, scrutin public. On était le 24, ouais. Ah! Où est-ce que je trouve cette affaire? Tape frais de mandat, d'accord. Frais de mandat. Ah, en plus, attends, ils ont fait ça la nuit, non? Tu déconnes. Ah oui, c'est là. Réunion relatif au machin, ouais. Le bureau, il y a... Alors, t'as un truc là, mais ils te disent les participants, questeur, secrétaire. Ouais, de toute façon, c'est la mafia, hein. À mon avis, ça a été décidé à la bite, ce truc. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a que ça, en fait. J'ai trouvé que ça. À 10h. J'ai trouvé que ça. Écoute, je vais chercher, on en reparlera demain, parce que là, il y a Papy Internet qui est sur le truc, donc... On n'est pas sorti du sable. Si je cherchais tout de suite devant vos yeux, ébahis. Voilà, les amis,
Il est l'heure de papoter. Il est l'heure de papoter avec mon. Alors, il y a un dernier message sur le chat. Il y a Jelly Rogers qui nous dit: est-ce que tu as vu la loi passer en Grande-Bretagne pour virer les immigrés irréguliers vers l'Afrique avant de traiter leur dossier? Exactement ce qui a fait polémique avec l'AfD en Allemagne. Tout à fait, cher ami. On en a parlé en fin de semaine dernière. Si je dis pas de bêtises, j'avais pris un article de l'Opinion qui parlait des manifestations monstres en Allemagne contre l'extrême droite et cette fameuse réunion qui se serait tenue, réunion secrète entre des membres de l'AfD qui parlaient d'un plan de déportation et tout ça. C'est exactement ce que fait la Grande-Bretagne et personne vient taper sur la progressiste et libérale Angleterre. Donc on voit bien la cagolerie du machin. Mon Geoffroy 90, j'arrive. Là, ça y est, là, ça va papoter. Là, attention, ça a chié les bulles carrées. Mais toujours, non, mais je blague. En plus, ça va être sympa comme tout. J'arrive dans le Discord. Donc là, attention. Là, c'est la technique. Ouais, tu vois, déjà, ça commence mal. Lecture, voilà. Tac. Alors, attends, bouge pas. J'arrive dans le salon général. Si tout va bien, allô Houston à la base. Bonjour Rémi. Oh, Bonjour c'est à magnifique. tous. On a réussi. Alors attends, je mets l'écran du Discord, je mets le salon. Si c'est du premier coup, t'as énormément de bol. Attention. Voilà. La technique. De la technique. Et le pire, si je fais pas exprès, vous êtes au courant maintenant. Alors attends. Non, mais c'est bien là, vous voyez le Discord, c'est bon. On est bon. Est-ce que tout le monde entend dans le chat? Est-ce que vous pouvez nous dire? Je crois qu'on est pas mal. On n'est pas à l'abri d'une bonne performance technique. J'ai l'impression que c'est pas dégueulasse. Pour l'instant, c'est un sans faute. Et voilà, regarde. Et là, j'ai. Félicitations. Voilà. Putain. Prends ça, incroyable. Bill Gates. Comment tu vas, cher ami? Bah, écoute, très bien. J'ai été en ville aujourd'hui et j'ai dû retirer ma veste parce qu'il fait 15 degrés. Donc, c'est très agréable. J'ai vu qu'à Lausanne, il faisait très beau aussi. Absolument. Donc, moi, je suis près de Sion, donc c'était très agréable. Magnifique, magnifique. Ah oui, près de Sion, et oui, on n'est pas loin. On est presque dans le même secteur. Absolument, absolument. C'est ça. Impeccable. Alors, je suis content de t'avoir. Déjà, on ressuscite le format libre radio, libre antenne. Ça fait plaisir. Et alors, attends, on va récapituler. C'est l'histoire de Javier Milei. C'est ça, à Davos. On a diffusé la vidéo il y a 2 jours. Et Javier Milei, pour donner quelques petits éléments, beaucoup le perçoivent comme celui qui va sauver l'Argentine parce qu'il est génial, il est super. Il a une tronçonneuse dans la rue. Et toujours est-il, en plus, il se bat contre le socialisme et les gauchistes, donc rien de mieux. Et j'étais un peu grognon sur son approche économique, celui qui voit dans la croissance et le progrès les moteurs qui vont nous sauver la vie. Et c'est là-dessus qu'on s'est quitté mardi et où on devait papoter. Dis-moi tout, mon Geoffroy. En fait, je pense que de manière générale, dans les informations qui sont communiquées aux gens, tout est biaisé en fait. Donc ça, tu le sais mieux que moi, vu que tu as créé un média alternatif. Et en fait, on le fait passer pour quelqu'un qui, à mon sens, est un peu fêlé dans sa manière de faire campagne, ça c'est vrai. Mais dans le discours de Davos, ce qu'il a dit, je l'ai réécouté même plusieurs fois pour vérifier un petit peu ce qu'il disait. Il dit absolument rien de fou, fou dans le sens des mauvais chiffres ou des choses qui seraient anarcho-capitalistes, enfin toutes les étiquettes qu'on lui met. Et en fait, j'étais assez étonné de voir que pour une fois, je te trouvais pas du tout dans le juste milieu, parce qu'en fait, tout ce qu'il a dit, ce sont des règles en fait du libéralisme. Et le libéralisme, justement, j'aimerais bien qu'on en parle aussi dans le débat, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. C'est par exemple, quelqu'un comme Charles Gave l'explique très bien, ce qu'est réellement le libéralisme. Et là, dans son discours, il a expliqué à Davos en plus, donc c'était encore plus fort comme message, vu qu'eux veulent faire un collectivisme, un mondialisme général. Et en fait, dans l'histoire, et ça, il a tout à fait raison, ça n'a jamais amené qu'à la pauvreté des plus faibles et surtout l'enrichissement des plus riches. Mmh. Et ici, en fait, lui, il est anti-État. Il est même libertarien. Donc, d'abord, je ne suis pas libertarien, mais lui, donc, c'est vraiment la branche la plus extrême du capitalisme. Mais au niveau de ce qu'il dit dans le discours, en fait, il ne fait que montrer que l'Argentine, qui est un exemple, on ne pouvait pas mieux faire. En 35 ans, quand ils ont adopté le libéralisme, en 35 ans, ils sont passés dans les plus grandes puissances mondiales en termes de niveau de vie, de confort, de santé, de tout ce qu'amène en fait une société bien gérée.
et que le libéralisme permet. Et donc, ensuite, il a montré qu'en 140 ans, ils sont passés de quasiment premier mondial, en 1945, à 140e mondial. Donc, c'est ça que j'ai vraiment pas compris, pourquoi tu étais si dur avec lui, sachant qu'en plus, il vient seulement d'arriver au pouvoir, Mhm. et les premières mesures qu'il prend ont des effets immédiats. Donc, quand on parle de la main invisible d'Adam Smith, qui est un concept qui aussi peut être discuté sur certains points, mais il a enlevé les mesures pour les loyers à Buenos Aires. Résultat, il y a une augmentation du nombre de capacités de logement parce qu'il y avait donc des limitations qui étaient mises par les socialistes au pouvoir pour brider les prix. Mhm. Et il y a en même temps, les loyers ont descendu de 30%. Donc c'est encore une fois la preuve que quand on laisse le marché libre, le marché, c'est ça la main invisible d'Adam Smith. Et donc, je sais que tu n'as pas tu l'as déjà dit que l'économie, ben, c'est pas ton domaine de prédilection. Mais c'est moi ici, je suis pas économiste, mais je me renseigne sur l'économie parce que c'est fondamental à la vie en fait. L'économie, c'est fondamental. Je veux dire, depuis la nuit des temps, les hommes font de l'économie, que ce soit du troc, que ce soit voilà. Donc, c'est important de bien comprendre que avant de critiquer une personne qui certes a des choses à discuter, notamment bah, l'histoire du marché du trafic d'organes, bah, voilà, j'ai pas trouvé d'article spécialement là-dessus, mais on essaye un petit peu de le faire passer pour un fou, et notamment les gens. En l'occurrence, je pourrais te les partager, ceux-là. Si j'ai avancé la chose, je ne l'ai pas inventé, hein, véritablement. Non, mais ça je sais qu'il en a parlé. Maintenant, moi j'ai vu le titre comme quoi, ben oui, ça faisait partie des mesures qu'il voulait faire. Maintenant, ben, dans le fond, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être une raison. Mais au niveau de la manière dont tu l'as, on va dire, un petit peu comparé à, oui, ben, c'est du capitalisme comme Macron, comme machin, etc. Je suis pas d'accord parce que je veux, en fait, si tu veux, arriver à la fin de son mandat et de voir ce qu'il a réussi à faire. Parce que dans les pays qui ont adopté le vrai libéralisme, le vrai capitalisme, donc c'est quelque chose de sain, de moral, d'éthique. Ah, c'est là où on va, oui. Dans l'histoire, quand c'est arrivé, notamment c'est ce qu'il a expliqué, en 35 ans, l'Argentine est passée de la misère à un des plus grands niveaux de vie du monde. Et je pense que de manière générale, c'est surtout les gens de gauche qui pensent que l'État va les sauver, que l'État doit les protéger, enfin, et en fait, ça, dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a des États qui fonctionnent de cette manière, ben, les gens sont de plus en plus pauvres en fait, et on a une classe dirigeante qui est de plus en plus riche. Alors, Ou alors des multinationales et des trucs où on importe du lait qui vient de 12 000 km en avion, enfin des trucs qui sont insensés, tu vois. absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour commencer à te répondre, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment trois grandes thématiques dans le débat. La première sur laquelle j'aimerais te répondre va être un peu sur l'histoire. La deuxième va être plus sur l'aspect croissance-progrès qui est au cœur de son discours et qui semblait aussi nous séparer. Et la troisième sera sur l'aspect moralité du capitalisme. Sur le premier point, moi, si tu veux, au fond, je suis d'accord avec toi. L'histoire démontre que les régimes socialistes, souvent, ça part en cacahuète à la fin. C'est la bonne phrase que j'aime bien, celle de Gaspard Proust. Vous connaissez combien de gens qui, à la chute du mur, sont allés à l'Est? Je suis complètement d'accord. J'allais te la citer. Sauf que ces régimes socialistes, et précisément en Amérique du Sud, avec les régimes des dictateurs qu'on connaît, ils ont été installés par qui? Mais je veux dire, il y a rien qui est parfait dans la politique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, dans tous les systèmes, il y a des choses qui sont à revoir. Maintenant, au niveau du niveau de vie, on ne peut pas faire mentir les chiffres à partir du moment où les gens ont un boulot. Parce que le marché est libre, parce qu'il y a des entreprises qui se créent, parce que les entrepreneurs créent de la richesse, créent des emplois, rémunèrent. C'est trop facile. C'est trop facile, si tu veux, de se contenter de ce constat-là en oubliant que Argentine, Chili, Guatemala, Cuba, tous ces régimes-là, supposément socialistes, ont été installés par les Américains. Donc les Américains, symbole du capitalisme et du libéralisme économique, installent des régimes socialistes, défoncent les économies locales et les pays pour après dire bah, « vous avez vu, ça marche pas ». Moi, je veux bien, mais c'est un peu facile, non? Oui, maintenant, je pense que au niveau des Américains, il y a beaucoup de choses à dire.
Mais notamment, les Américains ne font pas des coups d'État dans le monde, partout, que pour instaurer le capitalisme. Ils le font aussi pour rendre pas leurs alliés, justement, leurs ennemis faibles, pour qu'ils gardent leur hégémonie et qu'ils gardent leur puissance mondiale. Donc, moi, je te parle d'un capitalisme. Celui dans lequel on est actuellement, il est monstrueux. Il est absolument monstrueux. Quand on voit encore les mesures que l'Union européenne est en train de prendre en pleine actualité ici, on ne peut pas mieux faire d'importer des produits qui font crever nos agriculteurs. Ces gens-là doivent, je ne sais pas, être pendus ou j'en sais rien. Enfin bref, ils doivent être jugés pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est ce que Charles Gave décrit, c'est le capitalisme de connivence qui crée des monstres industriels qui font crever les petits entrepreneurs comme moi je suis, parce que j'ai eu la casquette d'ouvrier, j'ai eu la casquette d'employé, j'ai eu la casquette d'entrepreneur. Enfin là, je l'ai maintenant. Et c'est très difficile parce qu'on est oppressé par les impôts, par les taxes, par les normes, par tout ça. Mais je te parle pas de dire que oui, les Américains sont des capitalistes, oui, mais ils utilisent une forme du capitalisme qui est absolument abominable, et c'est une maladie, on va dire ça comme ça. Mais fondamentalement, quand c'est bien géré, l'histoire l'a montré, quand c'est bien géré avec des hommes, je veux dire comme le général de Gaulle, tu vois, c'est des gens, des hommes d'État, vraiment des gens qui aiment le peuple, qui pensent comme le peuple, qui veulent le bien du peuple, mais c'est le seul système qui fonctionne réellement. Alors, je ne comprends pas, encore une fois, comment, par exemple, pour revenir sur l'histoire des loyers à Buenos Aires, ben, les gens de gauche devraient regarder ça en se disant, ben, tiens, en fait, il est peut-être un peu fêlé avec sa tronçonneuse, mais ce qu'il a fait, c'est que moi, je paye mon loyer 30% moins cher, et j'avais du mal à trouver un logement à Buenos Aires, et là, maintenant, grâce à ça, j'ai l'embarras du choix, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, la main invisible d'Adam Smith, c'est ça. C'est arrêter de réguler, arrêter de contrôler à outrance en mettant des normes, des trucs et des machins. Et en fait, quand les choses sont faites, et c'est ça que je voulais dire dans mon message, par des gens bons, des gens honnêtes, des gens sains mentalement, je veux dire, pas un Macron qui est complètement taré et qui ferait bien de prendre un traitement psychologique. Et quand c'est fait par des vraies personnes, regarde les 30 Glorieuses de Gaulle. Bon, c'était une autre sorte de capitalisme, mais il a réussi quand même à ce que, je veux dire, la majorité des Français soient avec un niveau de vie, un pouvoir d'achat nettement plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Et notamment, ben, à l'époque, pour acheter une maison, la moyenne de la longueur du crédit, c'était 7 ans. Maintenant, la majorité des gens n'ont même plus accès, tu vois, Absolument. à la propriété, quoi. C'est là où, si tu veux, pour moi, et peut-être c'est en cela qu'on va trouver un terrain d'entente, c'est que, à la rigueur, je suis d'accord avec toi. Effectivement, le capitalisme, on va dire dans la chimie pure et parfaite, telle que c'est prévu, on va dire théoriquement, ça peut bien fonctionner. Après tout, le socialisme aussi. Par honnêteté intellectuelle, attends, je finis juste. Par honnêteté intellectuelle, on pourrait aussi dire que si des socialistes honnêtes et bons, comme tu dis, pour les capitalistes, étaient au pouvoir, ça pourrait peut-être fonctionner. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on est juste dans une forme hybride et qu'il faut sortir de cette grille de lecture un peu comme gauche et droite et capitalisme, Oui, socialisme. On est dans quelque chose qui a fusionné les deux, un peu comme le monstre de Frankenstein, et c'est l'Union européenne, le pire du capitalisme et le pire du socialisme. Exactement. Et en cela, on a une nouvelle case qui, pour moi, non pas à dire c'est le capitalisme et le socialisme, c'est génial, je fais pas une réponse de Normand, mais juste à dire qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive et qui est encore plus destructeur et qui vient nuire aux idées théoriques portées par le socialisme et le capitalisme. Je sais pas si en ça, on peut peut-être trouver un terrain d'entente. Mais justement, c'est ce qu'il décrit dans son discours, en fait. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit que l'Occident est en danger parce qu'il se tourne vers un collectivisme encore plus puissant avec le mondialisme, le gouvernement mondial, vous ne posséderez rien, vous serez heureux, tout le monde connaît. Et en fait, c'est ça qu'il a dénoncé à Davos en plus. Donc, honnêtement, je tiens à dire une chose, j'ai oublié de le dire au début du débat, je ne suis pas milléiolâtre, je connais pas ce type, la première fois que je l'ai vu, il avait une tronçonneuse et une tête un peu bizarre, mais je me suis dit, c'était qui ce malade? Mais quand j'ai commencé à entendre, oui, anarcho-capitaliste, machin, j'ai un peu commencé à écouter ce qu'il disait, et en fait, il dit pas de conneries. Il dit pas de conneries et il se base sur les faits, sur l'histoire. Je veux dire, il y a certainement des gens dans ton chat ici qui sont pas d'accord avec ce que je vais dire, mais les faits, si on se base sur les faits, le communisme et le socialisme sont une idéologie qui a fait des centaines de millions de morts.
qui a créé des famines, Oui, mais qui a créé la misère. le capitalisme aussi. Le bilan le bilan mortuaire ne suffit pas à décrédibiliser une politique. Parce que dans ce cas-là, le Non, capitalisme va expliquer ça, si tu veux, aux ouvriers qui sont exploités dans des usines aux quatre coins du globe. Va on leur est bien expliquer que ce d'accord. serait pire ailleurs, quoi. On est tout à fait d'accord. Et quand il parle de progrès, je pense qu'il ne fait pas que parler du progrès, on va dire, allez, par exemple, ça n'a pas d'intérêt au jour d'aujourd'hui, avec toute la technologie, le savoir, les connaissances et la richesse que le monde a créée ici, on va dire, ces 2 derniers siècles. Pourquoi est-ce que l'obsolescence programmée existe? Ça n'a pas de sens, tu vois? Donc ça, par exemple, on va sur un terrain où, je veux dire, moi je travaille dans l'automobile, j'ai un garage, je le vois au quotidien. Je le vois en fait que les voitures qu'on faisait il y a 30 ans sont d'une qualité nettement supérieure à celles qu'on voit maintenant. Oui, mais on est Par contre, d'accord, là mais ça, c'est maintenant, pas la faute de Jean Jaurès. non, je sais, mais ce qu'il y a, c'est que ces sociétés en fait du collectivisme, comme il les a bien attaquées, à juste titre. Alors tu me dis, ok, on va pas se faire que le bilan de morts des 2 côtés. Oui, le capitalisme envoyer des petits enfants africains chercher des minerais dans des mines de cobalt au Congo, des choses comme ça, c'est absolument abominable. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais par rapport au fait de décrédibiliser un système économique qui a démontré que ça fonctionne, et je pense que lui et j'espère qu'il va faire ça, parce que les Argentins se sortiront de la misère, et Dieu sait qu'il y a de la misère en Argentine. Donc, si tu es vraiment bien réalisé avec des bonnes personnes, et je pense, en tout cas, moi, c'est ce qui m'envoie pour l'instant comme image, un bête exemple, il voyage en classe économique. Il va avec le peuple, tu vois. Et ça, moi, c'est des signes qui... Je veux dire, tu prends Macron, il va au salon de l'agriculture, il met un gilet pare-balles. Et tu vois Milei, il va serrer des pinces aux populations, les gens le prennent en photo et tout. Ben voilà, Ouais, il a pas peur, tu vois, il a pas peur. Parce que je pense que c'est un gars qui, certes, moi je suis pas libertarien. Lui, il veut peut-être trop de liberté. Tout ce qui est régalien, par exemple, ben voilà, tu peux pas avoir une justice payante, tu peux pas avoir une police payante, on est tout à fait d'accord. Mais de le décrédibiliser et de dire qu'il a un discours qui est équivalent à un Macron, que c'est toujours du capitalisme, etc., et que ça va, le progrès, le progrès, le progrès. Je pense que lui, quand il parle de progrès, quand il parle de progrès, souvent il met le peuple dans le progrès, on va dire, du niveau de vie. Il n'est pas en train de te dire qu'il veut mettre des puces dans la tête de tout le monde et que c'est génial et qu'il est le copain des Américains. Parce que ça aussi, les gens ont vite fait, ah oui, il veut dollariser l'économie argentine, mais peut-être que c'est une solution temporaire, un peu comme en mais Turquie. non, non. Là, Peut-être. sur ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Si tu veux, enfin, pour moi, Javier Milei, tout ce que tu dis sur l'aspect théorique, je te rejoins. Effectivement, le capitalisme avec des gens bons et honnêtes, on y viendra après, hein, parce que bon, j'ai du mal à croire à ça, mais on en débattra. Après tout, pourquoi Ça a pas? existé. L'exécution théorique, pourquoi pas? Après, je trouve ça un peu malhonnête intellectuellement de dire avec des gens bons et honnêtes, le capitalisme ça marche, alors que le socialisme non. L'histoire l'a montré. L'histoire a montré que le capitalisme pouvait mener à des horreurs aussi. Donc bon, après, mais ça, on y viendra. Après, sur Milei, je peux pas, si tu veux, bien que voilà, j'entends tout ce que tu dis et je trouve qu'il y a plein de points intéressants et sur lesquels je peux tout à fait orienter différemment mon opinion. Cependant, je peux pas me sortir de la tête que cet homme est un cheval de Troie. Déjà sur la forme, tu me dis, il sort dans la rue, il serre la main à des gens. Entre parenthèses, quand tu as une tronçonneuse dans la rue, généralement, les gens t'emmerdent pas. Mais bon. Oui, je Et, parle plutôt et, des trajets, et, qu'il a fait dernièrement, et quoi. si tu veux venir aller à Davos avec quelques propos qui gratouillent un petit peu, c'est comme, à mon avis, plaider la chasteté dans un bordel. Bon, il a pas dit à Klaus Schwab, va te faire cuire le cul, si tu veux. Faut pas déconner non Euh, plus. Si tu veux, il a Pas des... loin, hein. Oh non, arrête, Pas arrête. loin, parce que dans le discours, il dit que l'Occident est en danger, que le collectivisme amène à toujours plus de misère, et que souvent dans ces cas-là, c'est les plus riches, enfin les gens qui dirigent, qui s'en foutent plein les fouilles. Donc dire ça à Davos, justement à l'endroit où est concentré peut-être les pires personnes je veux dire, qui ont des idées de vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Moi, je trouve personnellement, et le discours aurait pu être fait en Argentine, j'aurais dit la même chose, mais là, c'était encore plus Mais fort, je trouve, non. à Davos. Il a quand même
on est d'accord que Davos cherche à faire du Mais collectivisme non. depuis Mais, 50 ou 60 ans. mais c'est de la com. C'est comme des gens qui militaient pour les droits de l'homme à la Coupe du Monde au Qatar. C'est de la com. On ne peut pas tomber dans ce piège-là alors qu'on passe nos journées à dire Gabriel Attal qui va dans une ferme, Gabriel Attal qui va dans une école. C'est ridicule parce Oui, que c'est une logique de com. Milei, c'est pareil. Quand tu soumets ton économie, même temporairement, au dollar et que tu viens expliquer, ah, quand même, le collectivisme, c'est pas bon, mais on rigole. On rigole. non, écoute, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais actuellement, la Turquie, elle vit une crise inflationniste, enfin une grosse crise au niveau de sa monnaie. Donc la monnaie turque ne vaut plus, enfin ne vaut quasiment rien, et voilà. Par contre, tout ce qui est business, tout se fait en dollars. Donc en fait, si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux investir dans les entreprises, parce qu'il y a une grosse industrie en Turquie, les gens l'ignorent peut-être, mais il y a beaucoup d'usines en Turquie, il y a beaucoup de fabrication. Par exemple, il y a aussi un gros business avec tout ce qui est chirurgie esthétique, etc. Ben, tu peux payer en euros, tu peux payer en dollars. Et donc, en fait, je pense que c'est ça que lui veut faire. C'est avoir la possibilité d'investir en Argentine. Parce que quand tu dois investir avec la monnaie de singe, ça va pas. Les gens, ils ont pas envie d'aller dans un pays où tu dois donner 1 million pour t'acheter un pain, tu vois. Donc, je trouve encore une fois que c'est un peu lui coller des étiquettes. Donc finalement, c'est un peu jouer le jeu du mainstream, c'est-à-dire ah oui, mais c'est que de la com, ouais. Enfin, tu vois, c'est ça que j'ai Ben, trouvé ça dommage parce que justement, il a déjà démontré par quelques actions concrètes et avec effet immédiat. Et c'est ça que moi je l'apprécie chez lui. alors, Et encore une fois, je ne suis pas milléolâtre et je ne et, suis pas libertarien. il fait effet immédiat. Tu me disais tout à l'heure qu'il faut attendre la fin de son mandat avant de le critiquer. Il faut aussi attendre la fin de son Bien mandat avant de le sûr, saluer. bien sûr. Aussi, un autre point, si Javier Milei est aussi proche de son peuple, aussi apte à critiquer Davos et le projet politique porté par Davos, pourquoi il ne s'engage pas fortement du côté des BRICS? Écoute, moi je pense que au niveau de ça, il a des raisons et je pense aussi qu'il a des liens avec les États-Unis. Ça c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit un énième coup d'État de la CIA qu'il a mis là. Moi ça, j'y crois pas, parce qu'il n'y a aucun, on va dire, aucun dictateur dans le passé qui a mené, enfin, à chaque fois qu'il y a eu des coups d'État, etc., et que le niveau de vie s'est écroulé et toutes ces choses-là. Je vais dire que ici, pour moi, il veut se rapprocher des États-Unis parce que c'est actuellement, bah déjà géographiquement, c'est beaucoup plus proche, que justement, il pratique un capitalisme qui fonctionne, je vais dire, au niveau des investissements, etc. Bah, tous les GAFAM, etc., quand on voit les puissances économiques qui sont aux États-Unis, c'est incroyable. Et je crois qu'en fait, ce qu'il veut faire, et il a compris ça, c'est qu'il veut faire venir les investissements. Et il finit son discours en disant tous les entrepreneurs, vous êtes des héros, vous êtes des bienfaiteurs sociaux, vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi. Et donc, du coup, c'est ce qu'il veut faire, en fait, c'est redresser l'Argentine qui est. Je veux dire, il suffisait de voir à la Coupe du Monde, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, les gens dans la rue, ils sont dans la misère la plus totale. Et il sait que il n'y arrivera pas sur un mandat. Parce que il va falloir peut-être 20 ans ou 30 ans pour se relever. Et là, je pense qu'il a une vision à long terme et qui commence son mandat avec justement le rapprochement des États-Unis pour être rapproché du dollar et pour permettre aux investisseurs de venir investir en Argentine en dollars. Mais de deux choses l'une par rapport à ça. Le premier point, on y viendra, tu me parlais de main invisible. Ce discours de les entrepreneurs, les investisseurs sont des héros, venez, restez chez nous, restez dans notre pays, parce que la richesse des entrepreneurs qu'on va cajoler avec des mesures fiscales avantageuses, tout ça va ruisseler. Ça ne nous rappelle pas le discours de Macron? On connaît le Non, résultat. Donc mais non. ces discours-là, sur la forme, on les connaît. Et là où joue la main invisible, c'est là où, si tu veux, j'ai mis des doutes. Et le deuxième point, Javier Milei avec ce rapprochement aux États-Unis, donne des garanties aux États-Unis et donc à qui? Au FMI. C'est bien, il y a une semaine environ, le FMI qui a officialisé une aide de 4,1 milliards de dollars pour l'Argentine. Tu me corriges. Et ils ont ouvert les robinets de cette aide-là parce que Javier Milei s'est engagé à certains points économiques. On est dans une même relation de soumission que les pays de l'Union européenne à Bruxelles. Donc, si tu veux, Javier Milei, il ose un rapprochement avec les États-Unis et donc le FMI
qui ont fait en sorte que l'Argentine soit, dans les belles années du péronisme, à l'agonie comme on le sait aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui vous met un coup de fouet, vous allez le voir et vous lui donnez des garanties pour lui offrir un fouet tout neuf. Là, j'ai du mal à suivre. Mais en fait, où je laisse le bénéfice du doute et que j'attends la fin du mandat pour voir si je me suis trompé ou pas, en fait, j'ai pas d'avis, on va dire, sur. J'ai des avis par rapport à ce que je vois. Moi, je fonctionne comme ça. J'aime bien voilà, être sur du concret, sur des faits. Et pour l'instant, je dois dire que je suis passé d'un regard d'un type à moitié fou qui a sûrement été envoyé par la CIA ou qui est copain avec la CIA à un type en fait qui prend des mesures. Parce que tu parles de comme c'est sur l'Union européenne, enfin que ça ressemble à l'Union européenne, etc. À la grande différence qu'en Union européenne au jour d'aujourd'hui, les mesures qui sont prises dans les pays, ben, il n'y en a quasiment pas en fait, parce que tout vient de la structure supranationale et en fait les politiques locales, donc quand je dis locales c'est national, les politiques nationales en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent les mesures que l'Union européenne les dicte en faisant croire que c'est eux qui les appliquent. Et moi je suis belge d'origine et je vis en Suisse maintenant et en fait tu les vois, les hommes politiques, ils répètent la même chose que ce que l'Union européenne le dit, sans spécialement le dire. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que Milei, ben, je pense pas que ce soit les Américains ou le FMI qui lui ont dit de supprimer le ministère de la Femme, tu vois? Donc c'est là encore une fois où j'émets un doute, j'ai vraiment un doute, et je me dis, tiens, ce gars-là, finalement, c'est peut-être pas un agent de la CIA, quoi, tu vois? Enfin, il est peut-être pas payé par la CIA. Et le fait qu'il ait justement des réflexes, je sais que ça peut paraître bête, mais le fait de partir en classe économique, qu'est-ce que les gens du FMI en ont à foutre, tu vois, qu'ils fassent ça? Ils ne le feraient pas en temps. Enfin, tu vois, c'est de la com, c'est de la com, on est d'accord. C'est de la com. Mais en tout cas, si c'est pas de la com, et s'il le fait vraiment de manière sincère, et il a vraiment envie de libérer l'Argentine de la pauvreté en utilisant un système capitaliste avec des règles de droit du libéralisme, parce que c'est ça aussi que je voulais aborder comme point avec toi, c'est que le libéralisme, en fait, tu seras d'accord avec moi aussi, ça j'en suis sûr, il y a un problème avec le logos au jour d'aujourd'hui. Les gens mettent des mots et ils ne savent pas le sens réel du mot. Et c'est ça qu'en fait, on dit, ah oui, c'est la faute du néolibéralisme, c'est la faute du libéralisme, c'est la faute du capitalisme. Et je peux comprendre que les gens qui ont une bagnole qui a 20 ans, qui ont du mal à faire leur plein, qui fument leur clope et qui achètent des produits de mauvaise qualité à manger, ils en ont marre, tu vois, de voir des gens qui sont ultra riches. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on est dans une mauvaise forme de capitalisme qu'en fait, les gens mettent toute la faute sur les riches. Ah, faut taxer les riches. Mais non, foutez-leur la paix. Foutez-leur la paix. Mais encore une fois, je te parle de changer totalement de modèle. Et j'invite toute personne qui nous écoute, qui ne serait pas d'accord avec, qui pense vraiment que les ultra-riches sont des gens très mauvais, je ne dis pas que c'est des gens très bien, hein, mais d'aller se renseigner sur la chaîne de Charles Gave de l'Institut des Libertés, parce qu'il explique que cette connivence entre des structures industrielles immenses qui ne pensent qu'au profit, qui payent mal les employés, qui payent mal les ouvriers, qui matraquent les gens, qui leur font bouffer de la merde, qui tombent malades et qui leur font des traitements médicamenteux qui les rendent encore plus malades, ben, quand tu l'écoutes, en fait, Charles Gave, tu te rends compte que lui, c'est quelqu'un qui a une bonne forme de capitalisme et il a des solutions. Et il explique justement que ça ne sert à rien de taxer les ultra-riches parce qu'ils vont se barrer ou de toute façon, ils vont faire produire dans un autre pays ou des choses comme ça. Mais quand on voit, par exemple, une forme du capitalisme qui est arrivée avec toute la tu m'as compris, que les usines ont été délocalisées en Chine, etc., tout ça, ça ne devrait pas exister. Pour le coup, ça devrait être contrôlé pour on va dire réindustrialiser le continent européen et que les gens retrouvent un travail et surtout qu'ils soient payés à leur juste valeur. Tu vois, cher ami, moi je veux bien te suivre, mais le capitalisme est mal appliqué. Le problème vient du collectivisme, de ces instances qui empêchent les riches d'être toujours plus riches. Et tu m'expliques que pour que le capitalisme soit bien appliqué, il faudrait des instances qui vérifient qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc on reste dans le problème que tu énonces, c'est-à-dire des instances qui viennent casser les couilles aux riches. Je vois pas où est la solution que tu proposes. Justement, en fait, c'est l'idée. En fait, c'est ça qu'au niveau du libéralisme, en fait, tu dois juste avoir le régalien qui est contrôlé par l'État. Donc par rapport voilà, tu peux pas avoir une justice privée ou des choses comme ça. Mais tout le reste, tout ce qui est
doit être libre en fait. Les gens doivent être libres d'entreprendre. On ne doit pas casser les couilles et matraquer fiscalement les entrepreneurs, comme on ne doit pas faire des énormes cadeaux fiscaux aux multinationales. Moi, je suis entrepreneur depuis 2015. Je peux dire que je me suis fait matraquer par le fisc belge pendant des années, avec des contrôles, avec des impôts énormes, et à chaque fois en train d'essayer de jouer pour je vais acheter ci pour faire descendre mes impôts, faire des investissements. Tout ça, en fait, à partir du moment où tu fais un système, je veux dire comme à Hong Kong. À Hong Kong, c'est tu reçois une feuille, et combien avez-vous gagné? Ok, et tu payes 15%. Mais tu vas me dire, oui, les comptables, il n'y aura plus besoin de comptables, il n'y aura plus besoin d'experts fiscaux, mais il y aura aussi plus besoin d'avoir des ministères qui ne servent à rien, comme en France, il y en a à crever, enfin des trucs qui ne servent à rien, qui sont payés par les impôts des gens, et on se retrouve avec un État en France avec plus de 60% du PIB, ce sont des fonctionnaires, et ce sont des institutions, et ce sont des trucs comme ça. Et on se trouve avec des gens qui suppriment de la viande dans leur alimentation parce qu'ils ne savent plus s'en acheter. Donc, encore une fois, je parle d'hommes d'État. D'hommes d'État avec un grand E. Et l'État, peu importe où tu es dans le monde, plus son poids est lourd dans l'économie, et visiblement, plus il y a de pauvreté. Donc, il y a un moment donné, je veux dire, au niveau du collectivisme qui est mené dans l'Union européenne, je veux dire, c'est... Comme tu l'as si bien dit, c'est le pire du capitalisme avec le pire du communisme. Donc voilà, c'est l'URSS, quoi. C'est vraiment la même chose. Et on le voit de plus en plus chaque jour. Donc quand il explique qu'il va supprimer en faisant afuera, il supprime en fait à chaque fois des dépenses. Et il espère que ces dépenses vont donner du pouvoir d'achat aux gens, vont créer peut-être une entreprise locale, une boulangerie qui va faire tourner un village, enfin des choses comme ça. Et c'est ça la main invisible en fait, si tu veux. C'est ça. Mais ça doit être fait. Ça doit être fait avec des hommes d'État, mais avec... Je veux dire qu'ils ont un contrôle, notamment comme l'histoire, par exemple, aux États-Unis de la Standard Oil. La Standard Oil, qui gérait la totalité de l'énergie aux États-Unis, était d'une puissance énorme. Ça posait des problèmes parce qu'ils ont un monopole. Et ça, le monopole dans tout capitaliste a envie d'avoir un monopole. C'est normal. Quand tu ouvres une boulangerie dans un village, ça te fait chier qu'on a une qui ouvre à côté. Ça, on est d'accord. Et c'est ça qui doit être régulé, en fait. C'est de dire qu'il peut y en avoir deux, et que celui qui, soit ils auront tous les deux leur clientèle, soit il y en a un qui fera vraiment un pain nettement meilleur que l'autre, et l'autre s'écroulera. Et c'est triste, je suis d'accord. Mais ça s'appelle la création destructrice. Et en fait, de là, peut-être que ce gars-là va se former un autre métier et relancer autre chose, ou aller travailler quelque part. Donc, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis que ça crée la possibilité, justement, à ce que l'économie fonctionne. Et de manière générale, le collectivisme ne permet pas ça. Parce que par naissance, par essence, en fait, c'est de prendre l'argent de ceux qui en créent ou de ceux qui en ont, et le donner à ceux qui profitent et qui n'en veulent pas, et qui ne travaillent pas. Alors, bien sûr que si tu es né handicapé, ou que tu tombes malade et qu'il y a des soins de santé, des choses comme ça, bien sûr qu'il faut aider les gens. On ne peut pas se retrouver comme aux États-Unis avec des gens qui dorment dans leur voiture, ou qui tombent dans la drogue, ou qui ont 3 boulots et qui ne savent pas se loger. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais c'est encore une fois, tous ces concepts, si tu veux, parce que tu comparais l'économie à l'astrologie. Je veux dire, l'astrologie, c'est du bullshit, c'est de la merde, tu vois. Pas plus que la main invisible. Pas plus que la main invisible. Non, parce qu'en fait, le concept de main invisible, il explique que si tu laisses un marché libre, si tu laisses les gens tranquilles, entre guillemets, ils vont s'entendre sur un prix, en fait. Et le prix et la valeur, ce sont deux choses différentes. Mais à force, comme je c'est sur ce point-là, Camaradou. Si tu veux, effectivement, tu précises certains points, et je veux essayer de te répondre aussi sur la définition de libéralisme. Bon, je rajouterai quand même qu'il y a une définition de libéralisme économique et de libéralisme philosophique. C'est quand même aussi différent. Mais bon, sur ce que tu dis, moi, je trouve que quand même, tu oublies un élément crucial. Au-delà on est entre copains, je te le dis très franchement, oui, c'est ce que je trouve qu'il y a quand même certains lieux communs dans ce que tu dis. Il y a vraiment certains clichés, le côté donner de l'argent à ceux qui font rien et qui tombent dans la drogue. Honnêtement, je te ferai pas l'insulte de dire que c'est du Macron tout craché, mais je trouve ça assez moyen. Je trouve ça assez moyen comme argument, parce que ça n'aide en rien, si tu veux, l'élévation intellectuelle du débat et la compréhension des gens. Ça ne fait que renforcer des cases qui, à mon sens, n'ont pas beaucoup de sens, justement, pardonne-moi la répétition. Ce que je veux dire par là, c'est que
quand tu me parles du collectivisme qui va créer des instances pour redistribuer l'argent et tout ça, je veux bien l'entendre. Oui, les Français travaillent jusqu'en octobre pour l'État ou l'inverse. Enfin, je sais plus. Il y a c'est plus de 50% des revenus des Français qui sont donnés à l'État. J'en conviens. Mais une fois que le collectivisme s'est pété la gueule, qui en profite ? Quand on voit le collectivisme qui crée, par exemple, la situation du système de santé en France, ceux qui se frottent les mains derrière, ce sont les systèmes de pension, ce sont les cliniques privées, ce sont toujours les entreprises. Donc, moi, cette opposition collectivisme-capitalisme m'énerve parce qu'elle est de mauvaise foi, dans la mesure où le capitalisme sait très bien qu'une fois que le collectivisme / socialisme tel qu'il est appliqué, ce sont toujours les mêmes qui gagnent au bout. C'est juste une question de temps. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition socialisme-capitalisme. C'est un capitalisme appliqué d'une certaine manière et qui profitera toujours au même à la fin. Donc, quand tu fais, si tu veux, quand tu fais cette scission de « on voit bien que le socialisme, c'est de la merde parce qu'on donne toujours plus de pognon à un système qui s'écroule », mais oui, mais évidemment, parce que ceux qui sont aux manettes défendent des intérêts capitalistes en sachant très bien qu'au bout du compte, l'écroulement de ce système qui entraînera l'opinion publique, où les gens diront on doit accoucher dans la rue, les urgences ça va plus, l'école c'est n'importe quoi. À la fin, il y aura des entreprises toutes sympas qui vont arriver, qui vont dire vous avez vu comme c'est mauvais, décidément pas de bol. Donc je suis d'accord avec toi. C'est ça qui m'énerve. Mais si je peux juste rebondir sur ce que tu dis, en fait, c'est exactement. Donc, encore une fois, je ne suis pas payé par Charles Gave, mais j'explique ce qu'il dit et j'entends son message et je trouve qu'il est très lucide parce qu'il a énormément de connaissances. C'est ce qu'il appelle le capitalisme de connivence. Donc, en fait, ce sont toujours les mêmes qui s'en foutent plein les fouilles et ceux qui s'en foutent plein les fouilles, ils sont immensément riches. Et donc, on connaît maintenant la tentacule qui est autour de ça, je veux dire. Hein, c'est vraiment l'image de la pieuvre qui englobe, je veux dire, tout. Et c'est ça, par exemple, que un système libéral sain ne permettra jamais. Parce mais si, attends, laisse-moi finir. La Standard Oil, que je revienne sur mon histoire de Standard Oil. Elle était devenue trop grosse, trop puissante. Mais tu m'excuseras, je ne sais plus le nom du président, mais c'était dans les années, c'était pas si loin que ça, c'est peut-être il y a 40 ou 50 ans. Il a cassé le monopole. Donc là, pour le coup, l'État doit intervenir. Mais l'État doit intervenir dans ce genre de situation pour éviter qu'il y ait des monopoles. Parce que c'est justement ça qui fait que les gros deviennent de plus en plus gros et qu'on se retrouve par exemple avec des Google ou des Meta ou des choses comme ça qui en fait, quand il y a une innovation qui sort, ils la rachètent et ils la tuent. Ils rachètent et ils tuent l'entreprise pour ne pas avoir de concurrence. Et c'est là où je ne suis pas un libertarien pur jus qui veut absolument 100% que tout se fasse avec des contrats privés parce que le régalien, etc., ça peut pas. Mais quand on voit au jour d'aujourd'hui leur technique, c'est abominable. Ils prennent un secteur, ils le détruisent pour dire regardez, ça ne va pas, il faut le privatiser parce que ce sera mieux géré dans le privé. Et en fait, ce sont des énormes qui viennent et qui rachètent et qui privatisent. Et un excellent exemple avec la France. Enfin, je veux dire, la France. Moi, j'ai mal pour les Français. Franchement, je le dis, j'ai mal pour les Français parce qu'ils avaient des fleurons comme Alstom, etc. Et ça a été vendu par des collabos, quoi. Enfin, ces gens-là, c'est de la haute trahison, tu vois. À cause de qui ? C'est là où, si tu veux... À cause de la connivence, à cause de cette connivence, regarde le dossier Alstom, il y a eu des centaines de millions de commissions qui ont été payées à des cabinets de conseil américains, tiens, encore une fois. Donc, c'est ces gens-là, en fait, qui doivent dégager... C'est là où, si tu veux, moi, ce que j'aimerais peut-être que tu reconnaisses sur ce point-là, c'est que ce que tu appelles socialisme ou collectivisme est poussé par des gens qui vont gagner l'ardoise à la fin du match. L'Union européenne n'est pas collectiviste par nature. Ils portent ce projet-là pour détruire la sphère publique et la remplacer par des entreprises. Emmanuel Macron, c'est pareil. Depuis Giscard, c'est la même chose. Giscard, ancien banquier d'affaires, qui déboule au pouvoir. Et ce sont toujours les mêmes à la fin. Donc, moi, si tu veux, pour tenter de... Mais parce qu'on est toujours dans le même système. Pour tenter de résumer, pour moi, le capitalisme est devenu tellement fort qu'il a créé, qu'il a engendré sa propre critique pour démontrer que le système critique qui lui était opposé était mauvais.
Donc Mais après, c'est tu peux, ça, tu peux c'est l'appeler, ça tu que. peux l'appeler capitalisme de connivence ou comme tu veux, mais c'est beaucoup trop facile de dire le capitalisme c'est super quand c'est bien fait, tous les autres systèmes en face c'est de la merde. Mais non, parce que Mais regarde les premiers théoriciens du socialisme, pour ne pas parler de Marx sur l'aspect plus communiste au 19e puis au début du 20e siècle, on n'est pas du tout dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est d'une mauvaise foi terrible que de dire le capitalisme ça marche, le socialisme ça marche pas, alors que le socialisme tel qu'il est appliqué dans notre siècle actuel, dans notre époque contemporaine, est une invention capitaliste justement pour faire croire qu'il n'y a qu'un seul système qui fonctionne, Mais, qui est le capitalisme. C'est un piège absolu. mais encore une fois, je vais te donner un exemple. J'entends ce que tu me dis et je comprends, mais ce que j'aimerais bien te faire comprendre, en fait, c'est que le système qui a été monté comme ça, c'est justement une maladie du capitalisme. Et cette maladie, elle peut être soignée par des gens qui sont compétents, mais surtout par des gens qui ont je vais être un peu utopiste, mais qui ont un bon fond, si tu veux, Tu qui peux me veulent le citer bien des des exemples? gens. Tu peux me citer des exemples d'un capitalisme théoriquement parfait qui a été appliqué et où tout s'est bien passé? Ben, écoute, si tu prends le système français, par exemple, sous le général de Gaulle, ben, je pense que les gens étaient quand même la fameuse période des Trente Glorieuses. On ne peut pas traiter le général de Gaulle d'un ultra-capitaliste, on ne peut pas non plus lui dire que c'était un socialiste pur jus. Il a d'ailleurs travaillé sur un système économique qui alliait capitalisme et communisme. Entre guillemets, il a essayé de faire quelque chose où il apportait le meilleur de l'un et le meilleur de l'autre, et notamment, il avait lancé l'idée que les gens qui travaillent dans une PME ou une grande entreprise aient des parts de l'entreprise. Mais, Oui. mais tu vois, donc par exemple, par rapport en fait, le capitalisme en soi fonctionne. Par contre, quand il est mal fait, il est abominable. Le communisme, c'est la même chose, on est d'accord. Sauf que au niveau ici de ce système que tu décris et que tu appelles capitalisme, je suis désolé, mais ce n'est pas, c'est une forme. Et encore une fois, j'insiste sur ça. Et tu vis en Suisse. Je vis en Suisse aussi. En Suisse, ils ont encore le droit de vote. Ils votent sur tout, ils votent sur plein de trucs, etc. Mais c'est bizarre. Regarde la Suisse, qui est, pendant des années, des centaines d'années, a été le pays le plus pauvre d'Europe, Europe continentale, qui n'avait pas accès à la mer, les gens crevaient de faim. Et à partir du 18e, je crois, ou même plutôt vers 19e, ils ont commencé à appliquer une vraie forme de libéralisme avec le droit de vote, le contrôle des impôts par le citoyen, le référendum. Et étonnamment, aujourd'hui, la Suisse, quand tu te balades en Suisse, il y a des usines partout, il y a des entreprises partout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvreté, c'est pas ça, mais je vois quand même bien que le niveau de vie, les gens sont quand même avec un niveau de vie nettement supérieur. Ah oui, ça. L'État intervient. L'État intervient beaucoup moins qu'en Union européenne et dans les structures nationales. Il y a très peu de ministères. Les gens ont toujours finalement, même s'il y a des magouilles politiques en Suisse, hein, j'ai pu comprendre que voilà, pendant le Covid et tout ça, il y avait quand même eu des trucs. Mais à côté de ça, ils ont un système qui finalement, c'est ce que Milei dit aussi dans son discours, en fait, la justice sociale, ça n'existe pas. Dans la justice sociale, Oui. c'est quand chaque individu se rend on va dire, le plus utile à la société. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait une différence. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a Oui, des gens mais qui n'ont pas ces qualités-là. Par sur- contre, tout le monde ne peut pas être, je sais pas moi, de n'importe quoi comme autre métier. Il n'y a pas de petits métiers. Il y a des gens qui vont être plus riches que d'autres. C'est normal. On n'est pas tous égaux. Contrairement à ce qu'on nous fout dans la tête. On oui, n'est mais pas tous égaux. Sinon, tout que- le monde dans le football serait Lionel Messi. Tu vois sur ce que je veux dire? sur le général de Gaulle, le problème, et c'est toi au départ qui me disais que effectivement, et j'y crois bien volontiers, tu as des connaissances économiques supérieures, mais tu oublies juste de rappeler que la guerre est facteur de relance de la croissance et, de hausse de natalité, qui elle-même est factrice de croissance aussi. Donc, si tu veux, quand tu me dis le général de Gaulle a appliqué une méthode économique qui a permis de faire ce que la France était dans les 30 Glorieuses, il y a énormément de facteurs exogènes qui ne dépendaient pas de la politique de général de Gaulle. Et j'en veux pour preuve l'exemple de l'Espagne, sous dictature franquiste, qui a aussi connu une période de développement à ce moment-là. Je ne suis pas certain que ce soit lié au capitalisme de Franco, si tu veux. Oui, par contre, ce que je voudrais quand même rappeler à une chose aux gens qui écoutent et qui auront peut-être moins de connaissances en économie ou en histoire, il faut quand même se rappeler, et encore une fois, Milei le dit dans son discours, que j'ai trouvé excellent, il explique que en 1800,
95% des gens dans le monde étaient en extrême pauvreté. Oui, mais Je veux d'accord, dire, mais au Paléolithique donc, aussi. Au Paléolithique, c'était 100% des gens qui n'avaient pas d'iPhone. Moi, je veux bien, mais ça veut rien dire. Oui, je sais, mais si, ça veut tout dire, parce que ce qui est arrivé, et encore une fois, je dis pas que c'est la solution. La solution, qui suis-je pour l'avoir? Mais par rapport à ce qu'il dit, dans les faits, c'est vrai. Et quand il a expliqué que en 1800, 95% de la population était pauvre, vivait en extrême pauvreté, il y a des gens qui mouraient de faim, et que le système capitaliste a permis à énormément de pays de se développer, de créer, d'innover, la population mondiale a été multipliée par 9, il y avait beaucoup moins de mortalité, les gens sortaient de la pauvreté, les gens ont réussi à avoir accès à la propriété. Donc ça, tu es quand même d'accord Non. avec moi que Non. mais à partir du moment où tu non. appliques un système comme Mais ça, non. mais bien, mais pourquoi? Mais parce que c'est la phrase de Churchill que j'aime bien. Je ne crois aux statistiques que j'ai moi-même bidonnées. Je ne sais plus aller formuler de tête, c'est pas du tout ça, mais que j'ai moi-même manipulé. Oui. C'est exactement la même chose. Je veux dire, oui, il y a eu un développement économique, mais je te jure qu'on prend le temps tous les 10 minutes et on peut prouver par A plus B que entre 1800 et 2024, c'est grâce à l'invention du cheeseburger que les gens vont mieux. Ça veut rien dire. Je veux dire, tu prends des courbes de développement, des courbes de croissance, tu peux trouver n'importe quel facteur qui n'était pas présent en 1800, qui est présent en 2024, pour l'expliquer. Et si tu veux, oui, ça se tient. Je ne peux pas dire que c'est faux. Mais on oublie quand même peut-être un petit peu de choses. Le développement de l'industrie, le développement du secteur de la santé, le développement des droits sociaux, les guerres mondiales. Enfin, ça va peut-être un peu vite en besogne, si tu veux. Par contre, où tu me demandais de trouver, de citer dans l'histoire où ça a fonctionné, regarde l'Europe des nations. L'Europe des nations, bien sûr que on ne peut pas sortir, tout le monde ne peut pas devenir milliardaire et tout le monde ne peut pas vivre dans l'opulence. Oui, mais ça d'accord, ça on est au courant. On est d'accord. Et de toute façon, ici, en termes de richesse, c'est normal. En fait, ce que moi je reproche au collectivisme, c'est qu'ils veulent en gros donner de l'argent. Prendre l'argent à ceux qui en créent pour le donner à ceux qui en créent moins. Moi, je pense que dans une société saine, et c'est ça que le libéralisme, qui est une doctrine de droit et qui a les 3 principaux piliers qui sont le contrôle, donc l'indépendance de la justice par rapport aux politiques, pour ne pas qu'on se retrouve avec des affaires comme Dupond-Moretti, où il est jugé par ses copains. Il y a ça. Après, tu as le contrôle aussi le droit de vote. Donc que le peuple puisse voter et donner son avis, et le contrôle des dépenses de l'État, pour éviter que ceux qui sont aux manettes fassent n'importe quoi. Et Charles Gave a une très belle phrase qui dit « L'État est un mal nécessaire, mais une fois qu'on a créé cet État, comment est-ce qu'on fait pour contrôler ce monstre ?» Alors, je te pose 2 questions. La première, on est d'accord que... Réponds-moi rapidement. Hein. On est d'accord que l'État gère de l'argent, que l'État fait de l'économie. Oui, et qui prend de manière coercitive. D'accord. Elle est où la main invisible, là? Mais ça n'a rien à voir. Il y a des échanges, il y a des échanges monétaires, il y a de l'argent, il y a de l'économie. On est d'accord. Elle est où la main invisible? Parce qu'elle est vraiment invisible. Non, parce que là, tu parles de l'impôt. L'impôt, en fait, l'impôt doit être prélevé, on va dire, automatiquement, je vais dire ça comme ça, pour faire fonctionner l'État. Et le problème, c'est que justement, dans le système d'une doctrine de droit qui est le libéralisme et qui explique que le peuple doit garder un œil sur les dépenses de l'État et doit contrôler également l'impôt, ça veut dire qu'il consent à donner une partie de ses revenus pour faire fonctionner l'État, mais pas 50%, comme en France et en Belgique. Mais pourquoi il n'y a pas de main invisible à ce moment-là, pour réguler ces flux économiques? Mais la main invisible, ça n'a rien à voir. La main invisible, si tu veux, c'est que tu vas sur un marché. Moi, je vais parler de mon marché qui est l'automobile. Tu cherches un break pour ta famille, tu trouves une annonce, tu trouves que le prix te convient, le véhicule fonctionne. Et puis à côté de ça, il y a quelqu'un qui donne de l'argent, quelqu'un qui en reçoit. Et en fait, la main invisible, c'est un peu ça, si tu veux. C'est cette alchimie qui se fait sur
de manière naturelle, où tu as un prix, tu as une valeur. Les gens, par exemple, en Belgique, il y a beaucoup de colombophiles. Les gens aiment bien les pigeons. Donc il y a des gens qui sont réputés mondialement pour élever des pigeons, je sais pas, pas de combat, mais des pigeons qui valent cher. Et il y a un Chinois, il a mis 600 000 euros il y a quelques années pour acheter un pigeon. Est-ce que toi, tu achèteras un pigeon 600 000 euros? Non. Mais ça, c'est Et la loi de l'offre et de la demande, c'est pas la main invisible. Ça. oui, oui, non, mais la main invisible, c'est qu'elle laisse la possibilité, justement, que le marché, enfin, que les choses se fassent naturellement. C'est-à-dire que, dans le fond, l'humain n'est pas mauvais. Dans le fond, lui, il veut pas faire du mal aux autres, il veut pas qu'on lui fasse du mal. Ben, la main invisible, si tu veux, c'est ce qui permet à ce que les choses fonctionnent de manière naturelle et de manière saine. Alors si pourquoi l'émergence du socialisme ne serait pas un effet de la main invisible? Si elle est invisible, elle gère les choses, on ne sait pas comment, c'est vaporeux. L'essence du socialisme, c'est un peu compliqué parce que c'est l'accouchement du communisme. On est d'accord qu'intellectuellement, ça tient la route. De dire après tout, c'est peut-être la main invisible qui a décidé à un moment donné de créer le socialisme. Je sais pas. On n'a peut-être pas la même vision de la main invisible en fait. Et je pense que c'est ça où... Parce que c'est n'importe quoi. Parce que de quelque chose d'invisible, on doit voir les choses tangibles qui en découlent. C'est absurde. Depuis Harry Potter, on n'a jamais vu ça. Non, mais je vais te donner, encore une fois, moi je n'ai pas lu tous les économistes et je ne suis pas économiste, je suis un citoyen comme les autres. Moi, j'écoute, je m'informe beaucoup, je lis, je m'instruis, et notamment par rapport à l'économie, c'est un sujet qui m'intéresse parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je voyais dans mon petit garage de village, je voyais de la misère tout le temps, je voyais des gens qui ne savaient pas réparer leur voiture parce qu'ils n'avaient pas de thunes. Et je vois un gouvernement, ça fait 50 ans que le socialisme est au pouvoir en Wallonie. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti. Mais à cause de ça, tu vois, je me dis, mais putain, mais comment ça se fait que ça va mal? Et donc j'ai commencé à m'instruire sur ça, et je suis tombé sur notamment la chaîne YouTube de Charles Gave. Et quand il explique ça de la manière, il dit, en gros, ce que l'histoire nous montre, c'est que dans un marché, tu as deux solutions. Soit c'est la main invisible d'Adam Smith, et en général ça se passe bien, soit c'est le grand coup de pied derrière de Staline qui dit. En gros, c'est quoi? C'est laisse les capitalistes, laisse les gens créer de la richesse, échanger des biens, des marchandises, des services entre eux, avec un minimum d'impôts pour faire fonctionner l'État, un État qui ne pèse pas 60% du PIB, mais qui est le plus léger possible, qui s'occupe du régalien. Arrête de surcharger de charges sociales, de machin, de ci, de ça, les indépendants qui sont... Je veux dire, moi, les fiches de paye que je devais payer, je veux dire, quand je les regardais, j'avais envie de pleurer pour l'ouvrier ou pour l'employé. J'avais envie de pleurer pour lui. Je me dis, putain, moi, je paye 5 000 et t'en as 2 500 en poche, quoi. Les 2 500, où va le pognon? Tu vois, où va le pognon? Et c'est ça, en fait, que le libéralisme, c'est quelque chose qui m'est cher, entre guillemets, parce que je pars du principe que je suis pas une mauvaise personne et que je veux pas le mal des autres. Et que du coup, si j'ai un œil sur ce que l'État fait, que l'État n'est pas trop gros et que quand je sors dans la rue, je suis en sécurité, que si je tombe dans la rue, que j'ai la jambe cassée, il y a une ambulance qui vient, on m'amène à l'hôpital et on me soigne correctement. Toutes ces choses-là, en fait, dans l'histoire... Le communisme, communisme ou socialisme, ça a toujours fait les mêmes effets. Ça a toujours appauvri les gens, ça a toujours nourri une classe de gens qui sont ultra payés, et donc ce capitalisme de connivence, et qui maintenant font encore pire, c'est qu'ils enrichissent des monstres financiers qui s'accaparent. On connaît tous cette statistique qui est que 1% de la population mondiale a quasiment toute la richesse, tu vois. Donc voilà, moi je ne suis pas en train de dire que le capitalisme est la solution. Mais c'est une forme d'économie qui fonctionne et ça permet de créer des entreprises, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de créer de la richesse, ça permet de créer du pouvoir d'achat. Et donc du coup, les gens, je veux dire, moi j'avais un ouvrier, il avait une vieille Golf qui avait plein de kilomètres, j'aurais préféré lui filer plus d'argent pour qu'il s'achète, il rêvait d'acheter une BMW, mais j'aurais préféré qu'il soit heureux à s'acheter une BMW et qu'au lieu de venir le matin en tirant la gueule parce que moi je me faisais matraquer fiscalement par l'État, je sais pas mieux le payer. Et qu'à côté de ça, lui, il roule avec une bagnole de merde et il travaille et il roule avec une bagnole de merde qui rafistolait, tu vois. Pourquoi est-ce que si on prend moins d'impôts,
que les salaires sont revalorisés. Et ça, c'est un autre débat, mais les salaires, c'est catastrophe quand on voit le secteur financier, les manifestations de nos pauvres infirmières, secteur hospitalier qui ont souffert avec le Covid, qui sont mal payés et qu'ils manifestent, on ne les écoute pas. Justement, pourquoi ne pas laisser la liberté aux entrepreneurs d'entreprendre sans les matraquer fiscalement? Et en fait, c'est ça que je reproche beaucoup aux gens qui mettent tout sur la faute du capitalisme. Au même titre que ceux qui disent de droite beaucoup, ah oui, les socialistes, blablabla. Je suis pas en train de dire que le problème est le socialisme ou la solution est le capitalisme. Ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est que à partir du moment où vous avez une économie qui est gérée par des gens convenables, avec un bon fond qui veulent le bien du peuple, c'est bizarre, mais ça fonctionne. Et dans l'histoire, quand tu vois l'Europe des nations, notamment après-guerre, etc., il n'y avait pas de chômage, il y avait beaucoup plus de petites structures. Et encore une fois, je vais parler du secteur que je connais, qui est l'automobile. Moi, quand j'étais petit, il y avait un garage BMW dans mon village, il y avait une voiture dans le showroom. Ce garage, il employait 6 personnes, plus l'administratif. C'était un petit entrepreneur qui n'est pas devenu un monstre financier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tous ces petits garages ont commencé à être victimes du capitalisme de connivence, et les gros ont commencé à racheter les moyens. Et en fait, tu vas dans plein d'endroits en France ou en Belgique où les petits garages ne sont plus là, alors qu'avant, ils avaient accès à la connaissance officielle de la marque avec les ordinateurs, avec les formations, etc. Et en fait, ils ont fait en sorte que maintenant, ce soit des méga structures avec des fonds d'investissement qui ont des centaines ou plusieurs centaines de concessions et faire des mastodontes. Et en fait, c'est ça qui ne fonctionne pas. Et c'est ça que les gens sont dans la misère. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, que plus ils vont vouloir que l'État les aide, oui, ok, mais pour conclure, plus ils vont se tourner vers l'État, plus ils vont vouloir que l'État les sorte de la misère, et plus ils en seront dans la misère, si tu veux. Et c'est ça que, par rapport au débat qu'on avait sur Milei initialement, laissons-lui la possibilité d'appliquer quelque chose, une bonne doctrine de droit, et peut-être un système économique qui fonctionne beaucoup plus libre, et voyons ce qui se passe, tu vois. Par contre, je ne dis pas qu'il y a 100% de solutions à 100% des problèmes, hein, c'est pas ça, et on verra. Mais je trouve que tu étais un peu dur au départ avec lui, en sachant que moi, personnellement, qui m'intéresse beaucoup à l'économie, je trouve qu'il avait des idées économiques qui marchent. Et on verra ce que le réel nous prouve. Mon Geoffroy 90, en tout cas, un grand merci d'être venu. On n'est pas d'accord, mais c'est tout le but, voilà, du débat. Vraiment, merci beaucoup d'être venu, parce que c'est chouette. Je vois beaucoup de gens dans le chat qui font des critiques et trucs comme ça, mais en attendant, l'art est aisé, l'art est osé, la critique est aisée. Voilà, merci mon Geoffroy 90. Bah, écoute, merci. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben voilà, allez, à bientôt. On se prendra le bec à nouveau avec plaisir. Non, mais j'apprécie le fait qu'on puisse débattre sans justement, et c'est ça que les gens ont du mal aujourd'hui, ils ne savent plus se parler. Et je voudrais aussi te remercier, et puis je te laisse te remercier pour ce que tu fais, parce que voilà, tu apportes souvent un regard justement nuancé, tu apportes un regard souvent homogène, enfin un peu différent, on va dire, que le clivage de moi je suis de gauche, t'es de droite, alors je t'aime pas. Et ça, c'est aussi pour ça que je voulais parler du libéralisme, parce que sachez que quand on parle de libéralisme, on ne vous dit pas ce que c'est réellement, et notamment ça donne l'accès au peuple à voter, notamment. Et ça sort souvent les gens de la misère. Mais bon, voilà. Merci en tout cas à toi, et merci beaucoup. C'est quand tu veux pour que je revienne, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci mon Geoffroy, à la prochaine. Bonne soirée à toi. Au revoir. Ciao. À toi aussi. Et voilà, moi j'adore ça les amis, j'adore ça, vous le savez, avec ma délicatesse naturelle, hein, j'ai vu quelques commentaires qui me plaisent pas, j'invite bien évidemment ceux qui font ce genre de com à aller se faire cuire le cul, hein, naturellement, parce que c'est l'exercice du juste bistrot. On passe toutes nos journées à chialer qu'il n'y a plus de débat en France, que les gens se parlent pas. Quand on fait l'exercice et que je vois des gens dans le chat qui disent c'est nul, c'est bidon et tout, bah ça m'énerve. Et effectivement, allez regarder LCI, BFM TV, vous n'allez pas être emmerdés. Et voilà,
Mais en tout cas, très heureux. Très heureux de faire ça, les amis. C'est très important. On n'est pas du tout d'accord et c'est chouette. Et c'est tout le but de l'émission. C'est tout le but de l'émission. Sinon, ça sert à rien. J'invite que des types avec qui je suis d'accord et on va pas s'en sortir. Donc, merci beaucoup, mon Geoffroy 90. Et on va le faire plus souvent, ce format. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et j'invite tous ceux, justement, qui trouvaient que ça n'allait pas du tout, que c'était machin, c'était bidule, à venir avec grand plaisir et que tout le monde puisse papoter sur plein d'idées. Il n'y a pas de problème. Et c'est chouette parce que on n'est pas tous des gens à faire ça toute la journée. C'est aussi pour ça que j'ai à cœur de laisser la parole. J'avais des gens qui disaient Rémi, il faut parler plus et tout. Mais non. Parce que moi, je fais ça tous les soirs. Il n'y a que moi tout seul, donc ça casse les couilles. Donc, au contraire, je suis vraiment ravi, les copains. Ça me fait vraiment plaisir. C'est pour ça qu'en fait, ça me fait même un peu mal au cœur. On fait cet effort-là de donner la parole à tout le monde, d'ouvrir à des idées différentes. Et je vois des gens, et je dis, vous faire cuire le cul, c'est amical, vous connaissez la maison. Mais ça m'embête un peu parce que moi, ça me fait plaisir de faire ça. C'est aussi l'idée de juste milieu, c'est qu'on soit ensemble, qu'on papote et que des gens qui passent pas à la téloche, qui passent pas même sur YouTube ou quoi, puissent papoter parce que tout le monde a un putain d'avis. Et c'est cool si on n'est pas d'accord. C'est cool parce que la vie, c'est pas l'Assemblée nationale où tout le monde se touche le manche pour faire voter des trucs sur lesquels tout le monde est d'accord. Donc, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment super, les amis. C'est pour ça que je monte un peu en pression parce que ça me fait un peu mal au cœur, ce genre de critique, parce que c'est tout l'inverse qu'on veut construire. C'est tout l'inverse. Et on n'y arrivera pas si quand un mec lève la main timidement, on se fout de sa gueule. On a tous connu ça en CM1, tu vois. C'est peut-être mon passé psychologique qui parle. Mais celui qui lève la main, qui tente un truc, qui bricole, il bafouille et tout le monde se fout de sa gueule. Tous les autres sont des connards. Et c'est comme ça que je le ressentais à l'époque. Mais voilà. Non, mais je le dis avec tout mon cœur. Merci, mon Geoffroy 90 encore. Ça fait plaisir. Et on va faire ça beaucoup plus souvent. Je trouve ça vraiment chouette, les copains. Alors, attendez. Le lien Discord, je vais vous le donner. Où est-ce que je trouve ça, moi? Pour ceux qui sont pas dessus, où est-ce que je peux trouver le lien Discord? Bougez pas, je suis dessus. C'est où? Je vais peut-être fermer le truc sans faire exprès. Paramètres du serveur. Où est-ce que je trouve ça, moi? Parce que... je sais pas où c'est, moi, les liens. C'est où? Il y a des gens qui connaissent ou pas? Comment je me démerde avec ça, moi? Créer un salon. Faut aller où? Paramètres, non, c'est pas ça. Comment je partage le lien de ce truc-là? Inviter des gens. C'est où? Et je sais pas, moi. En haut, les petits points. C'est où? Il n'y a pas de petits points. On se fout de ma gueule. C'est où, bordel? Putain, attends, c'est pas ça? Ah merde, la liste des membres. Je comprends rien, putain. C'est où inviter les gens, bordel? Ah, inviter les gens, c'est pas des petits points, c'est une flèche. Voilà. Ah non, mais c'est pas ça qu'on veut. Ah, ça m'emmerde. Attends, je vais écrire à Edouard, il va me bricoler ça. Bougez pas, je vais mettre un message à l'équipe juste milieu. Il me faut le lien Discord dans le chat du Jube, s'il vous plaît. Voilà, il y a l'équipe qui arrive au secours, ceux qui connaissent. Ils m'ont laissé tout seul et il s'est tiré là. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Voilà, parce que comme ça, tout le monde pourra venir sur le truc. SOS, hein, Edouard Marie, s'il y en a dans le secteur. Le premier qui répond gagne 1000% d'augmentation. C'est le Qatar, voilà. C'est comme ça, c'est cadeau. Voilà. Alors, voilà, c'est bon. Merci Edouard, merci beaucoup. C'est tout bon. Merci bien. Voilà, il y a le lien qui s'est affiché dans le chat, les copains. Merci Marie, ça va à la vitesse de l'éclair. Merci beaucoup. Ah, il y a la commande. Ah, mais comment je fais, moi? Il est mignon comme tout. Comment ça, la commande? Je sais pas, moi, la commande. C'est bien, il y a la commande. J'en sais rien. Voilà, donc vous pouvez y aller, vous vous inscrivez, puis demain, on parle. Vous serez tous convoqués. Merci Edouard et Marie pour l'intervention. J'étais paumé. Voilà, juste paumé. Les copains, pour finir, on va finir là-dessus. Alors, sur une note bien sûr difficile, mais je voulais absolument vous en parler aujourd'hui parce que voilà, l'histoire de cette femme et cette agricultrice et sa fille renversée, hein, l'accident à Pamiers, vous en avez entendu parler, renversée par une bagnole d'après des éléments de médias, de type qui était sous le coup d'OQTF, bon, sans commentaire. Voilà, on salue bien sûr la mémoire de cette dame et sa fille disparue dans cet accident terrible dans un point de blocage des agriculteurs à Pamiers, donc à côté de Toulouse. On va finir l'émission, alors là c'est pas du tout fun, mais on s'en fout parce qu'il faut absolument rendre hommage à cette famille et surtout
être clairement au clair de ce qui se joue. Et on va finir sur une note un peu lourde, mais voilà. Il y a une véritable manipulation médiatique qui est en place parce qu'ils savent très bien que ça peut et ça doit mettre le feu aux poudres. Vous avez une mère et sa gosse qui sont sur le carreau et nos médias n'en parlent pas ou peu, très peu, trop peu. Là, il n'y a pas de mouvements nationaux, il n'y a pas de photos à la une de tous les JT. On s'en fout en fait. Nos médias s'en foutent, je pense qu'il faut le dire. Quelques politiques qui sortent du bois, mais on commence déjà à voir des phénomènes où, j'aime pas le mot récupération politique, mais il y a des hommages qui sont rendus, et tout de suite, on va lier avec des points du programme politique en disant « Ah, il s'est passé ça, c'est tellement triste », alors que si nous, on avait fait ça. Voilà, tous ces gens, tous ces politiques-là, je les invite bien sûr à aller se faire foutre. Hein, naturellement, on va pas prendre de pincettes aujourd'hui. Ça, je trouve ça tout à fait lamentable. Et il y a une vraie invisibilisation médiatique de ce drame parce qu'on ne veut pas mettre en avant ce qui pourrait secouer le pouvoir. Et ça, c'est clair. Parce que c'est pas juste une question d'agriculteurs. On voit des vidéos qui arrivent avec un type qui déboule, qui dit, un agriculteur manifestant, qui dit les gilets jaunes, on n'a pas besoin d'eux avec nous, c'est feignant, machin et tout. On ne montre que cette séquence ou presque, étonnamment, pour faire passer les agriculteurs pour des abrutis qui ne visent pas l'union des luttes, l'union des mouvements. Donc la manipulation médiatique est en place. Donc soyons prudents là-dessus, et ces salauds de médias vont même jusqu'à salir la mémoire comme ça d'une famille et à ne pas lui rendre hommage à sa juste valeur parce que ce sont des merdes, ces journalistes qui se comportent ainsi. Ce sont des merdasses. C'est la lie de ce que notre système capitaliste ou socialiste, c'est pas le sujet, peut produire pour défendre un pouvoir bec et ongle et pour ne surtout pas faire en sorte que le peuple redevienne le peuple avec cette capacité à dire un jour aux gens qui sont au pouvoir maintenant c'est fini, maintenant ça suffit. Quand vous avez aussi peu de morale et aussi peu d'humanité pour vous tenir la main entre vous, rester bien entre vous et invisibiliser la mort des gens parce que ça risquerait de nuire à votre salaire mensuel et à votre position confortable, on est à un niveau d'humanité qui est au-dessous du niveau de la mer. Voilà les amis, c'est pas le moment le plus fun de la journée, mais je voulais quand même vous en parler sans faire de drama. Voilà, il faut être très clair, je fais cet hommage-là, je suis pas agriculteur moi-même, je parle pas de gens de ma famille, je suis juste un putain de commentateur sur une chaise sur Twitch, donc je vais pas, si vous voulez, faire les larmes de crocodile comme d'autres, donc c'est pas ça, ce serait tout à fait malhonnête, mais je veux juste vous donner un sentiment de citoyen, hein, voilà, tout qui vaut ce qui vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais je vais vous faire ce petit retour-là, parce qu'on ricane, mais il y a aussi ces réalités-là, et qu'on doit garder en tête, et qui, paradoxalement, doivent nous pousser, doivent nous amener vers l'avant, nous pousser à aller de l'avant, retrouver la banane coûte que coûte, et ça nous montre, paradoxalement, que toute forme de pouvoir peut avoir peur, et même dans l'entre-soi le plus crasse, même dans cette capacité à nier la réalité de l'humanité, cette capacité à cacher le réel, et ben ces gens-là ont peur. Ces gens-là ont peur et c'est pour ça qu'ils se conduisent ainsi. Donc sans appeler à une révolution sanglante, juste à un moment donné la capacité du peuple à être le peuple et à dire à ces gens qui dirigent, allez vous faire foutre, tout simplement. Voilà, hein, ce petit message populo, ça fait toujours un petit peu du bien, mais en tout cas, voilà, on salue la mémoire bien sûr de cette famille. Les amis, je vous embrasse, on va se quitter là-dessus, c'est un peu plus tristounet que d'habitude, mais bon, c'est aussi de l'humanité, le Juste Bistrot. C'est ça, on est avant tout des humains. On garde la banane, c'est toujours ça les copains, on reste ensemble, on se tient la main, on tient la baraque, et ça va le faire, ça va avancer, ça va bricoler, c'est le plus important. Les amis, on va se retrouver demain en pleine forme. Je compte sur vous avec la banane. C'est le plus important. Merci à vous d'avoir été là. Merci encore à mon Geoffroy 90. Ça fait partie de l'aventure. Ce fait d'être ensemble, de discuter ensemble. Et bientôt dans le vrai monde, quand on va se voir au spectacle, on va se régaler. On va faire tout ça. Voilà les copains. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là ce soir. Demain, rendez-vous 16h. 16h30 demain, 16h30, même 16h15, parce que demain c'est France-Suède, le handball, la demi-finale, et je vais le voir avec mes copains au bistrot. Donc là, il faut surtout pas être en retard. Donc demain, c'est 16h15, voire 16h le Juste Bistrot. Ça va être plus tôt parce qu'à 17h, je plie les Gaules et direction le bar. Voilà. Les amis, je vous embrasse. Merci les copains, merci d'avoir été là. Gardez la banane, on est tous ensemble, on se met pas sur la gueule et on va bricoler un truc. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée, vive la rigolade, vive la France. Je vous aime.